Bonjour et bienvenue à tous, participants et puis interviewés. Je m'appelle Peggy Rémy, je suis directrice des opérations chez PicTime Group et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenants de qualité pour échanger avec vous autour d'un sujet qui sont les clés de réussite d'une plateforme mobile first dans un contexte multimarque. Et donc, pour parler de ce sujet intéressant, je vais vous présenter tout d'abord Julien Vigne. Donc, Julien, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Donc Julien Vigne, je suis responsable des projets chez Jules depuis 8 ans. Et je me suis notamment occupé avec mon équipe de la mise en place justement de plateforme Mobile First. Merci Julien. Et donc Anthony Gross, qui est directeur des services, je te laisse un peu plus. Oui, bonjour à tous. Pour ma part, je suis en charge des équipes de Professional Services Commerce Cloud sur la France, avec les experts solutions, les experts techniques, fonctionnels et de projets en règle générale. Et on intervient aux côtés soit des partenaires, soit des clients. Et on a eu la chance de participer à ce beau projet avec vous. Voilà. Merci à tous les deux. Donc pour reboucler sur moi, comme je le disais, directrice des opérations métiers, c'est-à-dire que je m'occupe notamment du service de management, c'est-à-dire de la bonne qualité d'exécution des projets chez PicTime, et c'est à ce titre-là que mon équipe est intervenue sur le qu'on va vous partager ici. Je vous présente rapidement PicTime, si tu peux avancer. Slide. Hop. Donc très rapidement, PicTime Group, c'est une société qui adresse trois secteurs métiers. Donc un secteur métier retail sous la marque PicTime. Donc on accompagne des clients sur les projets digitaux avec un axe fort sur la performance. La marque Corail, qui est notre marque santé. Donc on accompagne des groupes hospitaliers et d'autres acteurs du monde de la santé dans leur stratégie de transformation digitale, que ce soit sur de l'applicatif, sur de l'hébergement. Et puis entreprise, où on adresse les autres cœurs de métier, où on applique les mêmes compétences. En quelques chiffres, PicTime, c'est 300 collaborateurs aujourd'hui, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec une croissance forte sur les 5 dernières années, puisqu'on est autour de 60% de croissance. On est indépendant et on a plus de 280 clients actifs, que ce soit sur du projet, sur de l'hébergement, sur du data marketing, voilà, tout un spectre de sujets. La façon dont va se passer la présentation, ça va se faire en 2 temps. Premier temps, pendant une trentaine de minutes, on va échanger avec Julien et Anthony sur le projet de Fashion Cube. Et puis, on vous laissera les 15 dernières minutes pour vos questions. Donc, vous pouvez dès maintenant dans l'onglet questions que vous devez avoir à votre disposition. Et puis, on essaiera de répondre sur ces 15 dernières minutes à un maximum des questions que vous avez pu adresser. Voilà pour l'introduction. Donc, d'abord, je pense qu'on va expliquer qui est Fashion Cube et ce qu'est Fashion Cube. Donc, Julien, si tu peux nous en dire un peu plus sur cette belle enseigne. Tout à fait. Donc, Fashion Cube, c'est une synergie. Donc, c'est pas une marque à part entière. C'est une synergie qui a été créée donc en 2018 avec 6 marques textiles du groupe AFM, donc des Mulliers. Et c'est une synergie qui est plutôt en horizontale et qui a pour vocation de créer de la valeur et de rationaliser un certain nombre de choses, un certain nombre d'outils. Et donc, on va réviser par le biais de clusters nos processus, partager des expertises et donc vraiment créer un centre de valeur entre ces marques textiles. Donc, voilà pour Fashion Cube. Merci beaucoup. Et du coup, au travers de cette définition, est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient les enjeux du projet de replatforming que vous avez engagé? Tout à fait. Donc, en 2012, donc quand je suis arrivé sur le groupe Apichic à l'époque, qui était composé des marques Jules, Brice et Bisbee, on a fait le choix Brice et Bisbee n'avaient pas encore de site e-commerce, donc on a réalisé un appel d'offres, on a fait le choix de partir avec Salesforce, donc pour créer donc 3 sites e-commerce.
sur cette plateforme. Donc, on avait du coup un service corp qui était Apichic, 3 marques, 3 gouvernances différentes. Et donc, on a bien mutualisé et respecté la promesse de départ sur une mutualisation plutôt back-office. Sur la partie front office, on en est venu de par plusieurs billets à créer 3 fronts spécifiques pour chacune de nos marques. Donc, 3 fronts spécifiques égale 3 fois plus de coûts, 3 fois plus potentiellement de bugs, 3 fois plus de temps aussi de time to market pour mettre à jour des évolutions. Et donc, tout ça pour un constat assez simple en 2019 par rapport à l'efficience donnée sur ces 3 sites, où on s'est rendu compte, un constat qu'on a vraiment posé, qui était que nos sites entre eux avaient environ 3% de fonctionnalités réellement spécifiques. Donc de là, nous avons décidé communément, du coup, avec l'entreprise, de réaliser un seul front unique et donc une plateforme unique dans lequel on avait plusieurs enjeux. Donc l'un des premiers enjeux, c'est l'efficience métier. Donc pour permettre finalement à chaque métier de se concentrer en effet sur sa marque et donc de finalement se concentrer sur leur contenu plutôt que sur leur contenant. Et donc avec tout l'enjeu technologique que nécessite la mise en place d'un bon contenant, donc d'un bon site e-commerce d'un point de vue front et technologique. On avait également l'enjeu du mobile. Donc en 2012, c'était pas le cas, mais en 2019, on arrive à environ 70% de notre trafic sur mobile. Donc évidemment, on a voulu du coup également réaliser tout un nouvel UX en mobile centrique dans le cadre de ce projet-là. Et donc, comme je disais, le contenant, c'est un vrai challenge technologique. On a mis en exergue ce qui n'est pas souvent mis en exergue dans les cadres de refonte, là où on vient un peu plus penser 360 et donc uniquement client, j'ai envie de dire. Là, on vient penser également en plus techno avec un fort enjeu sur la performance, la rapidité, l'agilité. Et donc, cerise sur le gâteau, une plateforme unique, ça vient derrière en termes d'avantages. Ça vient réduire nos coûts et donc également augmenter notre time to market parce qu'on vient s'occuper donc plus que de 3 sites là, en l'occurrence, mais d'un site en ce qui concerne du coup l'ancien modèle Apichic. Donc voilà un peu pourquoi la plateforme unique. Donc le projet a été finalement de réaliser un seul front unique pour l'ensemble des marques du groupe Apichic et demain du coup arrivera aussi d'autres marques du groupe, de la synergie Fashion Cube. Avec c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit, mais avec une stratégie omnicanal un peu plus mûre qu'auparavant, où on portait un certain nombre de logiques métiers sur la plateforme. Et donc là, pareil, on a séparé, donc il y a eu un vrai projet techno aussi, de séparer toute l'intelligence métier de la donnée, qui était à l'époque portée sur la plateforme, de la redescendre d'un cran sur la partie IT. Et donc, on a, en parallèle d'un front mobile first et unique, et réaliser une stratégie API first pour être plus souple en termes de stratégie omnicanal demain. Voilà un peu pour le projet. Merci beaucoup, Julien. Et du coup, dans ce contexte-là, et pour répondre à ces enjeux-là, vous avez fait le choix de partir avec Salesforce, de démarrer le projet avec Salesforce. Il y a pas mal de solutions sur le marché. Qu'est-ce qui vous a guidé plutôt vers le choix de Salesforce plus qu'une autre solution? Et ça serait intéressant d'avoir ton point de vue, Julien, et puis aussi de voir, Anthony, quelle est ta vision de la réponse de Salesforce à ces enjeux de Fashion Cube? Tout à fait. Donc, je vais commencer. Je laisserai la main à Anthony juste après pour étayer. En tout cas, nous, Salesforce, en 2012, c'était un choix déjà par rapport au cloud. On avait tout un enjeu aussi infrastructure, réseau, notamment avec une ambition de se développer fortement, y compris à l'international. L'infrastructure réseau par rapport au site, c'est pas c'est pas des compétences forcément qu'on a en interne et qu'on voulait appuyer en interne. Donc là, on a forcément eu l'aspect cloud qui a joué pour beaucoup. Ensuite, on a eu le périmètre fonctionnel qui est d'ores et déjà possible de faire avec Salesforce avec une promesse cloud d'optimisation fonctionnelle du coup en continu qui peut nous permettre derrière une adaptabilité par rapport au marché un peu plus forte. Et puis derrière, la promesse un peu d'infrastructure, là plutôt d'industrialisation pour aller venir créer, pour aller plus rapidement se déployer à l'international avec une sorte finalement d'industrialisation d'ouverture de sites. Donc derrière. Donc voilà les gros enjeux de ce qu'on avait autour de Salesforce. Et puis là, Anthony, je ne sais pas si tu veux compléter, tu étais aussi dans le dossier dès le démarrage pour le coup.
Ce qui est surtout hyper intéressant et à saluer côté Happy Chic à l'époque, mais donc Fashion Cube aujourd'hui, c'est qu'on est en 2012. Aujourd'hui, quand on parle d'e-commerce, de plateforme, de solutions, c'est une évidence pour tout le monde que ça doit être dans le cloud. À l'époque, c'est pas du tout le cas. Donc, il y a un vrai choix hyper osé, hyper affirmé, et une entreprise qui à ce moment-là fait déjà un pivot non pas seulement sur le cloud et avec Salesforce, Demandware à l'époque, mais aussi sur une transfo digitale assez affirmée, quoi. Et on est aujourd'hui chez Salesforce, le fait de regarder un compte comme Fashion Cube avec tout le recul et l'évolution aussi que vous montrez dans votre dans la maturité du business que vous faites, etc. C'est hyper intéressant. Je pense que sur le choix, tu l'as résumé. Il y avait une question donc autour de ce cloud, le fait de la tranquillité d'esprit, vraiment consacrer l'attention et l'expertise des équipes Fashion Cube à votre métier et pas aller gérer des serveurs, des problématiques de sécurité ou de scalabilité au moment des pics de sol. Il y avait aussi, je pense à l'époque, une volonté de se doter d'une solution assez puissante pour partir à la conquête de marchés étrangers. Et c'est une solution qui s'y prête très très bien sans avoir justement à multiplier les fronts, les applicatifs front. Donc on arrive à faire vraiment des stratégies efficaces de localisation grâce à l'outil. Et puis après, tu l'as dit aussi, hein, l'innovation, la promesse qu'on avait faite 8 ans en arrière, qui était de on innove en continu et on donne à disposition ces innovations et on les fait monter automatiquement sur notre cloud pour tous nos clients. Bah, depuis les 8 ans, on les tient, on monte 8 à 10 versions majeures par an sur la plateforme de manière transparente et on le fait vraiment en essayant de doter nos clients de plus en plus d'outils fonctionnels, techniques. Ça va de l'intelligence artificielle à des problématiques de sécurité avec des protections WAF, mais de toujours donner plus d'outils et plus la main aux clients, aux marchands pour réaliser la bonne expérience et puis la bonne performance sur ce canal e-commerce. Voilà. Merci. Alors sur le sujet, je vais revenir sur le sujet de core plateforme. Souvent, quand on arrive avec un projet de plateforme core, le contre-argument qu'on peut rencontrer, c'est est-ce que vous risquez pas de tirer l'expérience vers le bas et finalement moyenniser une expérience utilisateur. Donc c'est plutôt la crainte de ne pas avoir du spécifique qui fonctionne voilà, avec une forte identité de l'enseigne qui est représentée, un respect fort de l'ADN, une question de différenciation. Et donc, comment vous avez répondu à ça et quelle est votre vision par rapport à ce risque-là de moyenniser ou d'uniformiser l'expérience utilisateur? Alors, il faut savoir que c'est un parti pris. Le parti pris, du coup, et c'est la slide qui est affichée à l'écran, c'est qu'on a évidemment dû changer un certain nombre de choses et de visions dans l'entreprise. La vision qu'on a posée pour aller travailler le corps modèle et qui nécessite l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes du projet, c'est que l'expérience du client, et donc on voit au centre, est différenciée entre le contenu du contenant. Donc le contenant, ou plutôt l'expérience d'utilisation, il y a un parti pris fort que le 80-20 de la marque, c'est la donnée et non son contenant. Le contenant, c'est plutôt une verticale à part entière. Et donc, on a voulu fortement appuyer justement sur cette verticale parce que la compétition, on est convaincu que derrière le contenant, on n'est pas tant sur des sujets de marque, mais on est plus sur des sujets de fonctionnels et technologiques. Donc, derrière de performance également technique. Donc non, pour répondre simplement à la question, je ne crains pas une moyennisation de l'expérience utilisateur. Je pourrais craindre une moyennisation de l'expérience client si on ne donnait pas les moyens nécessaires aux différentes marques sur cette plateforme de s'exprimer et d'avoir la liberté de s'exprimer correctement avec leurs données. C'est bien entendu le cas. Donc là, si vous allez sur Brice, sur Jules, sur Bisbee, à venir bientôt sur Rouge-Gorge, vous allez pouvoir constater que malgré que le socle est commun, derrière, l'ensemble des contenus est bien spécifique et donc
j'espère, fait bien ressortir l'ADN de chacune des marques. En tout cas, c'est vraiment le parti sur lequel on s'est posé pour réaliser ce corps modèle jusqu'à un niveau front. Anthony, tu souhaites compléter un peu cette vision? Ouais, je pense que la question elle est intéressante parce que c'est une forme de crainte, je dirais normale, naturelle quand on se pose la question d'une telle architecture. Quand on a parlé ensemble pour préparer, j'avais fait le parallèle avec une question qui ressemble à ça, qui est mais est-ce que vous craignez pas en prenant un cloud de devoir faire comme tous les gens qui ont le même cloud? Et je trouve que c'est sain de se poser la question. Maintenant, les réponses, elles sont claires et évidentes pour ceux qui l'ont fait. Il y a aucun risque. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait un corps modèle, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler, qu'on va moyenniser l'expérience. On a plutôt tendance à l'attirer vers le haut, d'ailleurs, parce que un corps modèle, ça veut dire plusieurs marques qui cohabitent sur un corps modèle. Et dans ces plusieurs marques, il y en a toujours une ou certaines qui vont avoir des volumes d'affaires, une importance, un impact qui peut être plus grand que d'autres. Et donc, il y a pas de moyennisation, il y a plutôt justement, on tire vers le haut l'ensemble d'un groupe. Et c'est la même chose pour la question que je mettais en parallèle sur le cloud, quoi. C'est pas parce qu'on a un cloud qu'on est obligé de faire tout pareil que les autres. On a dans ces technologies aujourd'hui modernes et dans ces architectures modernes la capacité à justement tirer le meilleur parti de ce qu'on cherche à faire avec, par exemple, là, un corps modèle, sans avoir à payer de toutes les contraintes et de toutes les limites qu'on pourrait imaginer dans une telle situation. Ok, merci. Alors, on voit que c'est un projet, en tout cas, on le pressent, que construire un projet de cette taille, multimarque, multi-enseigne, etc., ça doit être un projet assez conséquent. Quels étaient les facteurs clés de succès de ce projet, selon vous? Alors, peut-être qu'on peut commencer par Anthony, cette fois, sur cette Alors, question. avec plaisir, je vais le faire plus générique et puis comme ça, Julien, il pourra resserrer le débat sur le cas exact Fashion Cube. Mais c'est ce qu'on appelle justement dans ces architectures de corps modèle, les clés de succès, c'est justement de réussir à bâtir un socle qui soit principalement technique, mais qui contient du fonctionnel. C'est vraiment un socle technico-fonctionnel, un espèce de dénominateur commun, d'accélérateur qu'on va pouvoir partager entre plusieurs marques d'une même enseigne, d'un même regroupement. Et c'est une architecture qui est je dirais, qui est assez en vogue, une architecture logique assez en vogue et qui est extrêmement efficace et qui apporte de très beaux résultats pour de grandes marques dans le monde entier et en France en particulier, des grandes marques de cosmétiques, de sous-vêtements. Voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas citer les autres, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'enseignes qui ont recours à cette astuce d'architecture et qui vont s'organiser et puis finalement déployer leur agilité, leur rapidité d'exécution et ce qui définissent eux-mêmes comme leur excellence opérationnelle e-commerce grâce à un socle commun et grâce à un corps modèle. Merci. Tu veux prendre la suite, Julien? Ouais, donc mon point de vue, moi, sur les clés de succès, il y a évidemment plusieurs points. L'un des majeurs, en tout cas pour un corps modèle et donc avec plusieurs marques, c'est évidemment le collectif. Donc là-dessus, c'est pas parce qu'on fait un corps modèle que derrière on doit justement un peu imposer les choses ou donner une vision très tranchée sur différents points. Il faut évidemment passer le curseur. Donc là, il y a le premier enjeu qui est le collectif, c'est que tout le monde se sente bien intégré et puisse participer finalement en collectif, encore une fois, je le rappelle, mais à la construction de ce corps. Donc ça, c'est l'un des points majeurs, on va dire. Le deuxième, c'est évidemment la gouvernance d'entreprise. Donc ça, c'est évident. C'est-à-dire que la vision dont on présentait les slides là tout à l'heure, il faut qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit actée entre tous. Donc il y a une notion de gouvernance d'entreprise qui est importante. Le choix des partenaires également. Un projet de corps modèle, il y a une ambition et une responsabilité qui est donnée à un service centralisé qui n'est pas des moindres. Parce que là, du coup, on vient
additionner la volumétrie de chiffre d'affaires de plusieurs marques et donc derrière, on vient porter un peu le bébé et la responsabilité d'un commerce pour plusieurs marques, en tout cas sur la partie technique. Donc ça, c'est évidemment, ça passe par les bons partenaires, les bonnes expertises dans le cadre du projet pour faire bien les choses. Et puis peut-être, je dirais, la gouvernance du projet en lui-même. Donc nous, on a fait un choix derrière qui, pour ceux qui sont dans des entreprises un peu au même titre que Jules, on a beaucoup l'habitude de travailler en cycle en V, donc avec des choses très descendantes du coup. Là, on a fait le choix et on a pris un risque, c'est de partir en mode Scrum sur le projet. Donc ça assainit grandement la relation, en tout cas entre les différentes parties prenantes du projet. Et ça nous a permis toute l'agilité nécessaire aussi pour pouvoir se rediriger vers les axes qui présentent les plus grandes valeurs pour monter le projet. Le dernier point, parce qu'il y en a beaucoup au final, et pas des moindres non plus, je le précisais, une stratégie d'API First, ça nécessite évidemment un changement de métier interne, là où pour le coup, le métier, on va dire, de tout ce qui est descendant au responsable e-commerce et de la CRM, ça n'a pas fortement évolué. Pour le coup, en bas, d'un point de vue informatique, ça change des métiers. On a demandé à notre informatique de développer des API spécifiques pour le coup. Et donc cette notion-là, ça vient fortement changer le métier de l'informatique sur cette vision corps modèle, en tout cas sur le parti pris qu'on a fait de travailler en API First. Voilà un peu donc ça c'est pas à prendre à la légère non plus, mais voilà un peu les clés de succès de mon point de vue. Merci pour cette lecture. Je vais parler un peu de l'opérationnel, puisqu'on disait en introduction, donc c'est un projet qu'on a mené de manière tripartite, donc bien entendu Fashion Cube, Salesforce et aussi PeakTime. Ce que moi j'ai retenu en tout cas dans les clés de succès de ce projet d'un point de vue opérationnel, c'est d'abord le modèle de partenariat. Et c'est important de le préciser parce que ce n'est pas toujours le cas. Et je pense que c'est une vraie clé de succès, surtout quand on souhaite travailler en agilité. D'abord, de sortir d'une relation client-fournisseur. Et ça, c'est Fashion Cube qui a décidé de travailler comme ça avec ses partenaires, c'est de travailler sur des équipes étendues. Et finalement, de faire confiance à chacun sur ses domaines de force. Donc, on a travaillé en équipe mixée. Ça, pareil, je pense que c'est une clé de succès importante d'avoir des relais responsabilités qui sont clairement définis entre les acteurs. Fashion Cube, par exemple, avait tout ce qui était product owner. Chez Salesforce, on allait chercher l'expertise autour de la solution et la meilleure utilisation de la solution. Donc, c'était Solution Architect, par exemple, qui intervenait sur le projet. Et nous, côté PeakTime, on intervenait avec un service delivery manager, une service delivery manager en l'occurrence, des équipes de développement. Et l'idée, c'était bien de mailler l'ensemble de ces forces-là d'un point de vue opérationnel, mais aussi, et ça c'est important, d'un point de vue gouvernance. Donc en termes de gouvernance, on a mis en place une gouvernance tripartite, ce qui fait que finalement, on pouvait tous dire, puisque tout le monde travaillait dans une seule direction qui était celle de la réussite et celle de la réussite du projet. Ça, c'est quand même une grosse vertu au niveau de l'ensemble des équipes, que ce soit chez Fashion Cube, chez Salesforce ou chez PeakTime, c'est que ça favorise l'engagement des collaborateurs et accessoirement, comme on est dans une dynamique de travail saine, on y associe du plaisir. Et donc, voilà, moi, je reste convaincue que des équipes qui ont plaisir à travailler ensemble ont des meilleurs résultats que quand on s'envoie des avenants autres types d'éléments contractuels. Tu disais, Julien, on a fait le choix collectivement de partir sur de l'agilité. Ça peut paraître évident pour certains aujourd'hui, ça ne l'est pas toujours. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui, par crainte de dérive des coûts notamment, préfèrent partir sur du forfait. Et là, en fait, on s'est mis en maîtrise de ces sujets-là et par un pilotage très fin, on a pu piloter les dérives quand elles avaient lieu pour recadrer et puis être au rendez-vous du timing. Donc moi, ce que je retiens opérationnellement, c'est des équipes avec une très forte proximité,
D'ailleurs, on se retrouvait dans les locaux des uns des autres pour travailler tous les jours physiquement aussi ensemble. Et puis une équipe qui était avant tout engagée sur un résultat commun et puis une dynamique collective qui était très forte. Donc, moi, c'est la façon dont je l'ai vécu. Je pense que c'est intéressant de t'entendre aussi, Julien, sur la façon dont toi, tu as vécu les choses et vu les choses. Tout à fait. Ben non, mais tu as très bien dit les choses. On partage la même vision. Je pense qu'en effet, le modèle de partenariat est extrêmement important. Donc, on a voulu casser un peu le modèle agence-annonceur et plutôt aller se concentrer sur les rôles finalement. C'est quelle équipe, pour monter un tel projet, de quelle équipe et de quelles compétences on a besoin. Donc, à partir du moment où on se dit ça et où on fait un mode temps passé, il faut évidemment que le modèle, pour être vertueux, soit très transparent. Donc, ça nécessite la transparence pleine et entière et la compréhension de chacun sur les problématiques qu'on est en train de vivre au moment où on les vit, plutôt que, en effet, derrière, comme parfois on peut le vivre, du coup, c'est d'avoir des attentes qui sont pour le coup impossibles à réaliser et qu'on concourt tous à délivrer ces attentes-là pour à la fin un résultat qui n'est pas forcément bon. Donc, ce modèle, j'ai voulu le casser avec ce partenariat qui me semblait juste et donc il y a des prérequis, hein, évidemment. Ça veut dire qu'on fait confiance aux équipes et qu'on place les bonnes expertises aux bons endroits. Et donc ça, c'est aussi du coup un enjeu fort pour une taille de projet pareil. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Et donc là, on est le 1er octobre 2020. Dans un mois à peu près, la plateforme va fêter son premier anniversaire. Donc, avec 11 mois de recul, maintenant, tu dois avoir un certain niveau de vision sur les résultats que vous avez obtenus. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne mieux qu'auparavant? Comment est appréhendé le mobile, puisque c'est un sujet sur lequel il y a de plus en plus de trafic aussi. Quels sont les apports que tu as pu avoir sur la plateforme? Alors, bon, déjà, juste pour qu'on remette bien dans le contexte, on a fait le choix, du coup, à la mise en production de faire un Bing Bang. Donc, on n'a pas fait forcément un A/B test à la sortie d'un projet avec une telle envergure et transversalité. Donc, c'est un vrai parti pris. On a réalisé ça début novembre en 2019. Et donc, on avait quelques sueurs froides à l'idée de faire ça à l'arrivée de Noël. Pour le coup, on a immédiatement vu des effets positifs, notamment le temps de chargement qui s'est divisé par 4. Du coup, un ressenti utilisateur qui n'excède pas les 2 secondes. Donc, on a eu vraiment le parti pris technologique derrière qui a été remporté par ce billet. D'un point de vue mobile, qui dit le temps de chargement qui diminue, dit forcément avec un bon parcours utilisateur, un TT qui augmente. On peut pas le signer étant donné qu'on n'est pas vraiment en test AB et que je suis assez pointillé sur ce genre de choses. Mais bon, clairement, on a à peu près en effet 70% de notre trafic sur mobile aujourd'hui et on voit notre volume en chiffre d'affaires qui se rapproche en réalité de celui du desktop de plus en plus. Donc pour nous, c'est sans trahir de gros secrets, c'est un réel acquis, même si on mélange à ça évidemment les habitudes d'utilisation qui sont extrêmement différentes en mobile. Derrière, on a également tout un potentiel sous-exploité aujourd'hui et qu'on va pas tarder à exploiter, qui est la PWA. Donc, dans le cadre du projet, on a fait le choix, et c'était un parti pris encore, de supprimer nos applications mobiles pour Jules et Bisbee, du coup, au privilège du site. Et donc, cette PWA, Progressive Web App, nous permet d'accéder à l'ensemble des fonctions d'OS des smartphones et derrière, d'optimiser notre potentiel, qui était aux alentours de 5% de notre base à l'époque, de la ramener sur 70% de notre trafic pour aller faire tous les push CRM commerciaux, etc. et les services plus qu'on peut faire en termes d'expérience d'utilisation lorsqu'on est sur mobile. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi derrière. D'un point de vue qualitatif, on a quasiment aucun bug. Là, on rencontre forcément davantage de bugs sur la donnée, sur la partie web service que sur la partie plateforme. Donc, c'est bien, on peut concentrer nos énergies et continuer sur cette stratégie, on va dire, IT omnicanal. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc on n'a plus trop à regarder la qualité, on regarde plutôt comment optimiser et ce qu'il faut optimiser. Donc, dans la tête de chacun, c'est quand même un grand succès, un grand changement. Et derrière, ça fait la promesse également, ça j'en suis content, de la partie un peu plus time to market finalement. Dès qu'on veut mettre quelque chose en place, on se rend bien compte de l'efficience qui est donnée, si bien qu'on recette bientôt qu'un site sur les 3. Donc, sur la plupart, en tout cas, de
nos ajouts fonctionnels. Voilà un peu d'un point de vue enseignement après bientôt 1 an. Merci. Et donc là, partant de là, la suite, c'est quoi pour Fashion Cube, les prochaines étapes de votre stratégie digitale? Où est-ce que vous allez? Alors du coup, bon, déjà si on repose là, on va devoir aussi bientôt accueillir des nouvelles marques sur la plateforme. Donc on a forcément lié à l'e-commerce l'arrivée de ces nouvelles marques. Ta question me fait penser juste en préambule de se dire là ce qu'on a réalisé à date. Pour moi, c'est pas forcément un coup d'avance, c'est plutôt une remise au niveau du marché. Et d'ailleurs, ça en est une clé de succès aussi. C'est dans le cadre du projet, on n'a pas fait d'énormément d'ajouts fonctionnels par rapport à l'existant auparavant. On a juste cherché à mieux faire ce qu'on avait déjà réalisé pour le stabiliser et pouvoir mieux avancer dans un avenir proche. Et donc là, sur base de ça, donc on s'est remis au niveau du marché et qu'on va prochainement accueillir de nouvelles marques. La prochaine étape, ça va être d'un point de vue site de continuer et de professionnaliser un service vraiment de CRO, d'optimisation continue, d'A/B test, de travailler un peu sur le PWA, donc voilà des stratégies qui sont liées au contenant et au mobile. Et après, dans la transfo digitale de Jules, je ne vais pas trahir trop de secrets, mais on a des gros éléments qui doivent être vus, notamment sur la partie middle et back, et donc plus liés à la data omnicanal. Donc voilà. Merci, belle ambition. On arrive à la fin de la première partie, de la partie d'interview. Donc merci déjà Julien et Anthony pour les éléments que vous avez bien voulu partager avec nous en toute transparence. On va passer aux questions-réponses. Je vous rappelle que vous avez un onglet questions dans Livestorm qui vous permet d'adresser les questions que vous avez à adresser. Je vais essayer d'apporter des réponses. J'ai reçu des questions sur WhatsApp aussi, ça communique sur différents canaux. Je vais commencer par la première qui est quelle a été la durée du projet entre le démarrage du premier sprint et l'ouverture au public? Le premier sprint de mémoire, il a eu lieu, donc on s'est phasé en 2019 aux alentours de mars-avril. On a sorti le projet en novembre. Ouais, donc c'est de l'ordre de, si je sais compter, 6 à 7 mois. On peut faire ça. Donc il y a quand même une phase un peu avant pour le calage des ressources. On peut compter, on va dire, on s'y est réellement attelé environ en décembre 2018. Et on a poussé des discussions jusqu'au février pour pouvoir monter l'équipe et la faire courir sur mars-avril. Ouais, donc 3 mois finalement 3 mois de cadrage interne, trouver partenaires, positionner les ressources, mobiliser les bonnes personnes en interne, le go en mars-avril sur la partie développement, on va dire, et puis une sortie publique en novembre. C'est ça. Donc un projet relativement rapide quand on regarde les projets de... Oui, et là, du coup, je tiens à souligner, je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont présents sur le webinaire, mais tout l'interne aussi de Jules et donc du coup tout l'IT qui a dû forcément rapatrier chez eux par le biais des API un certain nombre de logiques métiers. Et donc, il y a vraiment eu 2 projets en parallèle, le projet sur la plateforme avec Salesforce et donc PeakTime, et le projet interne qui n'était pas des moindres non plus d'un point de vue aussi. Ça marche. La deuxième question, c'est intéressant, je pense, d'avoir vos retours à tous les deux, tant d'un point de vue Salesforce que d'un point de vue Fashion Cube, qui est un projet de plateforme e-commerce, n'est pas qu'un projet de construction de site web, mais demande également une évolution régulière au long de la vie de la plateforme. Comment vous êtes-vous organisé pour maintenir la même agilité dans la phase de construction et dans la phase de run? Parce que je pense que derrière ça, la question que j'interprète aussi avec mon vécu, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignes qui misent sur le projet setup et qui laissent un peu tomber après dans le run. Ils considèrent que c'est un acquis, ils ne font pas forcément évoluer par la suite. Vous avez maillé les deux pour continuer à délivrer de la valeur sur la plateforme. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on a séparé chez nous dans la partie opérationnelle, la partie build vraiment avec des projets de grande envergure et notamment l'arrivée de nouvelles marques qui sont des projets à part entière. Surtout d'un point de vue marque pour le coup, et la partie un peu plus run dans lequel on vient traiter du coup on continue en cyclique toujours, donc là on est plus sur un format un peu plus lean, mais
Ça s'apparente finalement à du Scrum, mais donc on a des stratégies de release chaque mois, d'une release chaque mois, comprenant un certain portefeuille d'évolution, entendu avec les métiers, entendu du coup avec justement ce service corps. Et donc on release en cyclique comme ça tous les mois avec des stratégies de release à date. Donc voilà, le secret derrière, c'est juste de mettre les équipes en face finalement d'un circuit comme ça et de concentrer un PO sur le sujet avec les métiers. Voilà. Anthony, tu veux compléter peut-être un peu? Enfin, c'est en lien aussi avec ce que tu disais, le nombre de versions que Salesforce propose tous les ans et qui apporte son lot de nouvelles fonctionnalités. Ouais, j'allais dire, il y a effectivement ça, c'est-à-dire qu'il y a il y a les releases de la solution qui vont aussi s'inscrire en pointillé et puis apporter de la valeur en continu. Moi, j'aurais ajouté aussi un truc sur l'évolution, donc ce projet build et puis après maintenant le run. Quand on a fait le projet build, il y a eu l'intervention des professional services, donc il y avait un architecte technique de mes équipes qui intervenait au milieu de cette grande équipe là avec Fashion Cube, PeakTime et nous. Ce qui est intéressant aussi de mon point de vue, c'est qu'il y a eu cette phase de build. L'expertise technique, elle était très portée plutôt par PeakTime / Salesforce. Et puis là, on est presque un an plus tard, vous le disiez tout à l'heure, là c'est bientôt l'anniversaire. Et après un an, il y a eu aussi un transfert naturel et assez intéressant d'un haut niveau de compétences et d'expertise côté Fashion Cube. Et donc, il y a un rééquilibrage des forces aussi qui change un peu la donne. Il y a une baisse naturelle de l'utilisation des professional services, mais voilà, c'était la suite logique du truc. Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi. Il y a une belle plateforme qui s'est bâtie. Il y a un processus de build qui s'est transformé en processus de run. Et voilà, et une équipe qui a évolué avec les forces et les expertises qui se répartissent différemment avec le temps. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Oui. Dans les autres questions, alors il y a une question spécifiquement sur le cloud. Je ne sais pas si vous avez rencontré des problématiques autour de ça. La question, c'était comment gérer une architecture cloud avec différentes réglementations, donc et citer notamment le Privacy Shield ou la CNIL. Je ne sais pas si vous avez eu des problématiques de cadre réglementaire à intégrer, Julien, de ton côté. Absolument pas de notre côté. Après, normalement, c'est plus une mission côté Salesforce avec du coup les réglementations suffisantes liées finalement à l'infrastructure même de la plateforme. Donc, on a peut-être plus d'éléments de réponse que moi sur ce sujet-là. Ouais, j'allais dire c'est On a perdu Anthony. Ouais. Les joies du direct. Bon, Anthony, je ne sais pas si tu nous entends. Je vais prendre une autre question, du coup. Ouais. Alors, je les lis en même temps, hein, donc c'est un peu compliqué. Ah oui. Choisir un outil du marché permet de bénéficier d'un standard maintenable dans la durée. Comment, dans une relation tripartite au long cours, assurez-vous la maintenabilité de l'outil Salesforce et son respect des best practices? Donc, en gros, comment on ne déforme pas l'outil? Alors ça, d'un point de vue technique, si je peux répondre en partie, c'est la façon dont est fait l'outil lui-même ne permet pas de le déformer. Donc ça simplifie. On a perdu complètement Anthony. Ça simplifie un certain nombre de choses. On peut pas toucher au cœur de Salesforce. Donc il y a moins de problèmes de ce côté-là. Je sais pas si tu veux compléter, Julien, de ton côté. Alors, Welcome back. en réalité, c'est toujours possible d'aller alimenter du spécifique et de surcoucher du coup la plateforme. C'est une décision d'architecture dès le démarrage avec un gap analysis qui doit être fait finalement entre le périmètre fonctionnel souhaité et le périmètre pour éviter du coup de pas faire justement de pas utiliser le natif. Donc nous, l'organisation Scrum, je pense que c'est un peu la clé finalement de ça, en mettant les bonnes expertises aux beaux endroits et en révisant finalement le périmètre fonctionnel au fur et à mesure avec les bons experts techniques, et non pas du coup en cyclant en V. C'est ce qui nous amène souvent à faire l'erreur de développer un peu trop de spécifiques. Donc à chaque fois, on rejouait
finalement axé par la data, parce qu'on a tous des partis pris, mais on essaie de se reposer sur une notion de MVP basée sur la data qu'on avait déjà par ailleurs sur les précédents sites, pour s'écarter du moins possible du spécifique et tout ce qui n'était pas nécessaire ou prioritaire et apporteur de valeur. En fait, en réalité, on ne le réalisait pas et surtout, si la plateforme ne le proposait pas de base, c'est à ce moment-là aussi on venait étudier pour savoir si finalement on le faisait faire en spécifique sur le corps modèle ou non. Et ça nous a amené à très peu nous écarter. Donc après, il y a des briques quand même sur le tout checkout, etc., qui sont de l'ordre du spécifique chez nous, même si maintenant mutualisé avec plusieurs marques. Mais on a touché le moins possible finalement aux fonctions cœur, donc sur la partie Salesforce, sans être trop technique, mais on va dire on a touché le moins possible au moteur même de Salesforce. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Avec le SFRA. Non, mais parce que ça fait un peu, le gars, on lui pose une question de sécurité et puis il simule le passage dans un tunnel. Donc, il faut absolument que je reprenne la question. Je suis désolé pour ma déconnexion. Juste pour revenir sur les trucs de sécurité. Donc, c'est effectivement, Julien le disait, il m'a passé la main en disant c'est plutôt la mission de Salesforce. Donc, on a un cloud industriel, notamment sur la partie commerce. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'aligne au plus haut niveau d'exigence à travers le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Commerce Cloud, c'est plus de 40 milliards de dollars de transactions opérées par an. C'est dans plus de 100 pays, 135 pays en tout, même plus aujourd'hui, je pense. Donc, c'est des milliers de sites et on prend le plus haut niveau d'exigence dans le monde entier et on s'aligne à ce plus haut niveau d'exigence pour tout. Donc, on se met bien évidemment en conformité avec la RGPD, avec les règles américaines aujourd'hui, notamment la data privacy en Californie, et ça va même jusque, puisqu'on a une solution qui stack jusqu'à des accélérateurs front pour nos clients, on va même jusqu'à préimplémenter toutes les parties de compliance autour d'accessibilité WCAG et puis de l'ADA aux US. Donc c'est vraiment un sujet de plateforme qu'on gère pour nos clients et qu'on a tout intérêt à gérer toujours au mieux parce que c'est juste le socle pour que nos clients réalisent de belles performances digitales et c'est ça qui fait après nous notre succès et puis ce qu'on retouche comme argent. Donc c'est un sujet extrêmement important et très haut placé dans les niveaux de priorité de l'entreprise. Voilà. Merci pour cette réponse complète, du coup. On a eu peur, effectivement. On arrive au terme des 45 minutes, donc je vais résumer un peu ce que moi j'ai retenu sur ces échanges. D'abord, je voulais vous remercier tous les deux, Julien, Anthony, pour nous avoir consacré du temps. On sait que septembre et maintenant octobre, voilà, c'est une période chargée dans le monde du retail, donc le business repart à fond. Moi, ce que j'ai retenu les 3 points en tout cas qui m'ont le plus interpellé sur ce projet de refonte de plateforme et de création même d'un corps modèle, c'est le sujet de la gouvernance. Alors ça paraît une évidence parce que toutes les entreprises se confrontent à cette problématique-là, mais on voit que la gouvernance, quand c'est pris au bon niveau avec une bonne définition des rôles et responsabilités, ça permet au projet de fonctionner. En tout cas, ça retire beaucoup de petits cailloux sur le chemin. Le deuxième point que je retiens, et ça, je trouve ça très intéressant sur un projet de corps modèle, c'est la distinction que tu as fait naturellement, Julien, en parlant du contenant et du contenu, avec finalement le contenant qui est, on va dire, le standard du marché, donc, qui est censé fonctionner, ce sur quoi on ne doit pas se poser des questions, qu'est-ce qu'un moteur de recherche, comment c'est censé fonctionner, etc., etc. Donc, ce contenant qui est finalement la boîte à outils, et la distinction du contenu qui va être la représentation de l'ADN de la marque, qui va permettre à la marque d'exprimer toute sa richesse et son identité. Donc ça, je trouve que c'est une notion vraiment très intéressante. Et je terminerai par le côté opérationnel, la nécessité d'avoir les bonnes personnes, donc les bons individus, mais de mailler aussi ces individus au travers d'un collectif qui fonctionne. Donc c'est pour moi les 3 points que je retiendrai des échanges. Je ne sais pas si vous voulez vous-même en ajouter en conclusion avant de dire au revoir à toutes ces personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui.
Allez-y, allez-y. De mon côté, peut-être que le mot sur lequel j'appuierais, c'est le collectif, justement, parce que derrière, c'est une grande équipe qui a travaillé autour de ce projet-là et qui continue d'y travailler. C'est plusieurs personnes impactées, plusieurs directions, plusieurs marques, plusieurs responsables, plusieurs chargés, aussi bien d'e-merchandising que de webmastering, etc. Donc le mot collectif très important dans ce type de projet, que ce soit sur le staff technique autour de la plateforme, que derrière sur l'adoption à avoir en tout cas l'écoute nécessaire auprès de chacun de nos métiers, quel qu'il soit. Donc c'est peut-être juste ça le petit mot que je rajouterai en plus. Anthony, un petit mot de conclusion de ton côté? La même chez moi, c'est-à-dire que c'est malheureusement pas si courant que ça de faire un projet, de savoir faire un projet comme ça à 6 mains avec intégrateur, marchand, éditeur. Et ça a bien fonctionné. Il y avait, tu l'as dit toi aussi, Peggy, tout à l'heure, il y avait de la proximité géographique. On a beaucoup fait de choses à Lille, entre Lillois, mais globalement, ça aurait pu même marcher avec une équipe plus éclatée. Et c'est un bel exemple. Merci. Écoutez, je vous remercie tous les deux, Julien et Anthony, pour votre participation. Je remercie toutes les personnes qui sont connectées et aussi pour les questions. On pourra vous répondre même en décalé. Sachez qu'on va mettre à disposition en replay le webinaire. Donc, si vous voulez le partager avec des personnes qui n'y ont pas eu accès, n'hésitez pas. Et puis, côté Peak Time, on organise régulièrement des webinaires. Donc, on en a 2 autres qui sont planifiés bientôt. Donc, le 15 octobre à 14h sur la RGPD, donc les rôles et responsabilités du sous-traitant et du responsable de traitement. Et puis, le 6 novembre à 10h, où c'est un sujet plutôt orienté santé, où on va parler santé et expérience utilisateur, reconnecter les hommes, les messages et interfaces. Alors, c'est orienté santé, mais y compris pour des retailers, je trouve ça très intéressant d'y participer parce qu'il y a des problématiques humaines qui sont intéressantes et qui peuvent être ramenées à ce qu'on connaît du monde du retail. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. J'en profite aussi pour remercier Eugénie qui a organisé le webinaire avec brio. Elle nous a beaucoup accompagnés sur le sujet. Et puis, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on rediscute de ces sujets-là, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Merci à tous et bon après-midi. Bon après-midi. Merci Peggy, merci à tous. Merci Julien, merci Anthony.